Re-bienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du Laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM qui est dirigée par Mylène Fernet. Pour cette troisième partie du balado sur les violences et oppressions, on va parler du regard face à l'oppression vécue par autrui. Je m'entretiens avec Héloïse, qui est étudiante du Cégep de Lévis, et Anne-Mélodie, intervenante en hébergement communautaire. On parle de la posture professionnelle face à l'intersectionnalité, des barrières vécues par les utilisateurs ou utilisatrices de services. Et on va parler aussi de l'effet du statut social sur les expériences de violence conjugale. Bonne écoute! Donc, pour la suite, en fait, de ce merveilleux podcast sur l'intersectionnalité, on parle avec Anne-Mélodie, mais Anne-Mélodie, pour vrai, moi, j'aime beaucoup quand les gens se présentent eux-mêmes. Donc, je t'inviterais à nous parler de toi. Merci de me recevoir dans l'établissement Hamilton. Je m'appelle Anne-Mélodie. Je travaille en intervention, en hébergement communautaire, en itinérance spécialement. Ça tombe bien avec la nuit des sans-abri qu'il y avait la semaine passée. Ça ressemble à ça. Je suis bien contente d'être ici et de vous jaser d'intersectionnalité. Yes. Bien, en fait, l'idée de ce segment-ci, c'est vraiment de parler d'une posture peut-être, oui, individuelle, mais aussi professionnelle. Tu sais, comme, est-ce que, par exemple, tu sais, ce cadre-là théorique, tu l'observes dans ton quotidien, dans ta job, dans ton travail? Est-ce que tu l'incarnes? Tu sais, de quelle façon, en fait, ça se vit ou ça se voit? 100%. Ben, personnellement, je le vis parce que c'est physiquement, on voit que je suis asiatique, mais je veux plus parler de mon travail pour l'instant. On le voit, dans le fond, beaucoup de personnes qui pensent que je travaille en itinérance puis que c'est seulement les personnes dans la rue qui consomment puis qui quittent, là. Mais c'est tellement plus que ça. Tu as de l'itinérance différente. Tu as les femmes, on travaille avec la violence conjugale, on travaille avec l'immigration, on travaille avec des personnes avec des handicaps intellectuels ou des handicaps physiques. On travaille avec la toxicomanie. C'est vraiment très, très variable. Puis, ça fait une belle mixité sociale au sein de l'hébergement. On accueille quand même plusieurs femmes. On accepte aussi les personnes non-binaires trans. On les rend sous comme le parapluie du mot femme parce que, justement, on considère que les personnes trans et non-binaires n'ont pas l'espace sécuritaire ailleurs. Malheureusement, l'organisme n'est pas autant, et au Québec en général, on n'est pas pas autant ouvert qu'on devrait l'être. On est comme pris dans tout cet aspect systémique-là. Toutes nos structures sont pas faites pour accueillir toutes les personnes selon différentes capacités. Puis je parle pas nécessairement juste de la communauté queer, etc. Là, ne serait-ce que les personnes malentendantes, aveugles, ceux avec des handicaps intellectuels. Je travaille beaucoup avec des personnes qui sont des ITSA. Puis les gens qui disent qu'ils ont juste à travailler plus fort. Genre, non, là, ça marche pas comme ça. Il y a vraiment des obstacles qui sont liés à ça, puis c'est très difficile de passer par-dessus, surtout quand tu n'as pas eu le cadre dès l'enfance, là, que tu as été élevé dans une famille qui est socio-économiquement parlant moins aisée. Mais comment tu veux aller chercher l'accès à l'éducation, les ressources nécessaires pour te rendre puis avoir les mêmes opportunités que tout le monde. Je trouve que ce que tu démontres en ce moment, c'est vraiment comme, tu sais, on parlait d'oppression, on parlait d'autorité sociale, tu sais, comme dans sa définition pure, mais comme tu viens de le dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment comme des frontières, des murs, des frontières qui sont tout le temps à déconstruire, à démonter, puis au final, le privilège, ce serait la notion plus d'accès, tu sais. Puis c'est ce qu'on essaie de faire en amenant, je crois, du moins des approches intersectionnelles, c'est d'amener la notion d'accès, de l'accès à de l'information, tu parles de l'éducation, d'accès à peut-être, au service. Au service, là. Exactement. Ou même à des traducteurs, traductrices, à des interprètes. Tu sais, moi, une des choses que j'avais remarquées dans mon travail, puis que je remarque toujours comme sexologue, tu sais, c'est que même des lieux, tu sais, qui sont comme hyper, genre, tu sais, woke, dans le sens où, comme, ouverts, qui réfléchissent, qui sont comme critiques, etc., qui se disent des lieux de diversité et d'inclusion, justement, dans une perspective intersectionnelle, n'ont pas de... Le lieu est même pas accessible. Pour les personnes, par exemple, en situation de handicap et qui ont une mobilité beaucoup, tu sais, réduite, par exemple. Puis, tu sais,
quand tu parles avec les gens, t'es comme tabarnouche, c'est comme si vous voulez en parler d'oppression, si vous voulez en parler là, de privilèges que certaines personnes n'ont pas, là, sérieux, tu peux pas te déplacer dans l'espace. Tu sais, le capacitisme, c'est vraiment un enjeu. Puis je trouve ça nice que tu viennes parler de l'intervention parce que on dirait qu'on n'en parle jamais autrement. Puis dernièrement, il y a des jeunes qui m'ont parlé d'un truc, puis j'étais comme, yo, c'est tellement intéressant. Dans le fond, c'est des personnes en situation de handicap qui me disaient genre, tu sais, l'affaire aussi, c'est qu'il y a plusieurs gens qui, en vieillissant, perdent de leur capacité. Et donc, pense à ce que ça renvoie pour les personnes qui sont en train de vieillir, tu sais. Puis j'étais genre, mind blown, parce que, perspective, je suis une personne jeune, etc. Mais tu sais, pour vrai, ton lieu, il n'est pas accessible. Les gens peuvent même pas y aller. La langue n'est pas claire. Il n'y a pas personne qui interprète. Tu sais, il y a des choses qu'on peut venir finalement comme combler. Il y a des choses, il y a des façons de faire qu'on pourrait faire socialement dans l'intervention, dans les cadres sociétals. Puis ces choses-là pourraient être multiples. T'en as-tu d'autres, des trucs? C'est tellement ancré dans la société que c'est difficile après ça de les défaire. Puis on est tous coupables de ça, 100%, même nous. Puis ici, en ce moment, 100%. On a un privilège d'en parler et de dire ça. Littéralement. Tu sais, je veux dire, les femmes avec qui je travaille, ils n'ont pas le temps de penser à ça. Là. Ils sont comme, qu'est-ce que je mets sur la table à soir pour mes enfants? Là. Exact. Fait que oui, c'est super ancré. Puis tantôt... on parlait de justement l'intersectionnalité. On a toujours la misère avec ce mot-là. Oui, vraiment. Puis, quand tu es en train de parler, je me rappelais un peu ce que Maxence disait plus tôt par rapport à justement que c'est pas juste des lentilles, c'est aussi le mélange d'intersection. Puis, ça arrive que même entre les femmes, les usagères qui habitent à l'hébergement, ils se font vivre de l'oppression entre elles. Oui. Une femme va arriver et dire « Hey, pourquoi elle, la femme, le N-word, a le droit à telle affaire? » Je suis comme « Mais... » OK, on va là. De un, on fait du cas par cas, là. C'est pas de tes affaires, gentiment. Puis de deux, c'est justement ça, c'est que j'aime bien leur répondre que c'est comme une situation A, qu'on peut dire une situation bleue, après ça, une situation rouge. Bien, quand on les met ensemble, ça fait pas une situation bleue et rouge, là. Ça fait une situation mauve. C'est une nouvelle réalité complètement. Puis toi, tu vis pas cette réalité. Puis le but, c'est pas de victimiser non plus ces personnes-là, puis de faire « Ouais, je suis pas capable, j'ai pas accès ». C'est de les visibiliser, puis de prendre conscience, d'analyser la société de cette manière-là, puis de faire comme « Hey, cette personne-là a une difficulté d'accéder à telle affaire pour telle raison, parce qu'elle vit une oppression qu'elle a même pas choisie, qu'elle est née avec. » Après ça, comment veux-tu te rendre plus? Bien, ça, c'est poche à dire, mais c'est malheureusement aux gens qui ont des privilèges comme nous de lever, de speak up, puis de dire « Hey, il y a de quoi qui fonctionne pas. Voici ce qui fonctionne pas. » Puis en plus, les gens qui disent que c'est une minorité de la population, pourquoi il faudrait ajuster genre le 1%? Mais je suis comme « Hey, au Canada, là, on est 40 millions, là. OK? 40 millions, là, 1% de ça, là, ça fait beaucoup en crime bin. Là, okay? Oui, c'est pas mal de gens. Puis c'est plus que ça, au final. Là, c'est plus qu'un million. Je pense à la communauté trans-non-binaire qui sont de plus en plus, et la communauté qui est issue de migration aussi. Là, en ce moment, là, ça doit être proche de 25-26%. Là. C'est beaucoup de monde. Là. C'est une personne sur 4 qui a... Soit elle parle pas français, arrive là, n'a pas accès aux services. En ce moment, ça me fait capoter à quel point on est des femmes. Désolée, je parle beaucoup. Hein? Non, j'adore ça. J'adore ça. On a beaucoup de femmes immigrantes en ce moment. C'est comme un enjeu qui est vraiment grandissant, puis on l'observe. Puis c'est des femmes qui fuient leur pays parce que ils vivaient de la violence familiale, économique, sociale, etc. Puis ils arrivent ici, l'enfant dans la main, puis il parle pas français. Puis il arrive ici, il pense pas qu'il faut faire une demande d'asile. Ils savent pas qu'il faut des papiers pour avoir un appartement. Il te faut une enquête de crédit. Même moi, j'ai de la misère à faire passer mon enquête de crédit, là. Puis c'est horrible. Fait que c'est très, très difficile d'accéder. Puis je trouve ça un peu banalisant de juste dire ils ont juste à travailler plus fort, puis c'est possible. Puis oui, c'est possible. Il y en a qui réussissent, puis tant mieux, puis chapeau, puis c'est super, mais ça, c'est vraiment une minorité. Une minorité de personnes qui réussissent. Puis encore là, c'est pareil pour les gens dans la rue. Ah oui, ils ont juste à sortir de la rue, ils ont juste arrêté de consommer. Ils vont tout mettre l'argent qu'on leur donne dans la consommation. Ben toi, là, demain, je te mets dans la rue, essaye de rester à jeun. En temps, mettons que si, par exemple, t'es une femme, OK? T'es une femme, puis en plus, t'es immigrante, fait que tu parles pas français, là. Essaye de dormir sur tes des oreilles en étant, tu sais, mettons, 100% à jeun. La consommation, ça te garde éveillé, ça t'empêche de manger parce que ça t'enlève la faim, puis en plus, tu sens pas le froid. Fait comme, vers quoi tu vas dans la rue, honnêtement? Vers quoi t'as envie d'aller pour survivre? On est humain, là, on survit. Donc, ça nous mène aussi à accepter de la violence pour survivre. C'est triste que, dans le fond, finalement, on doive accepter cette violence-là
peu importe nos lunettes, nos lentilles, nos compilations, justement, de lentilles, tu sais, pourquoi on l'accepte? Pourquoi on doit l'accepter pour se conformer? Ouais. Je comprends pas pourquoi, tu sais. Puis, tu sais, tu parlais justement d'accepter, puis on le voit ça dans les relations intimes. Je ramène un peu le sujet. Oui, vraiment. Puis c'est 100% ça. Tu sais, je côtoie beaucoup de femmes en violence conjugale, puis on dit souvent, voyons, elle est encore retournée avec, pourquoi qu'elle sort pas de là? Bon, ça, c'est la partie gentille, on va dire, là. Puis il y en a qui sont comme taverne. Oh, Puis genre, elle a juste arrêté, là. Je veux dire, j'en ai connu, là, des policiers qui ramenaient des femmes, puis qui étaient comme, là, faut que vous l'empêchiez de retourner là-bas. Mais c'est tellement plus compliqué que ça quand Sérieux, c'est simple. C'est- Dude. Ça serait si Ouais. simple. Vas-y, C'est tu sais, profond, convainc-la. là. Vas-y, toi. Mais tu sais, c'est ça qui est weird aussi parce que, tu sais, ce que tu viens de dire, c'est d'utiliser la force finalement dans un contexte de violence. C'est comme insidieux et conjugal. Puis là, tu te dis, mais tu sais, l'idée, c'est pas tant ça. Comme tu dis, c'est pas si simple. C'est pas en utilisant la force, mettons, de l'ordre ou la force des enjeux légaux qu'on va comme on va grandir de ces enjeux-là. Là. Tu sais, il y a des choses qui sont tellement enracinées, comme tu le dis, qui sont comme vraiment institutionnelles, qui, malheureusement, dans lesquelles on a grandi et poussé et où on Ça arrive. vient de la socialisation, puis C'est exactement ça. Puis, tu sais, je pense qu'avec Maxence aussi, tantôt, on parlait beaucoup de ça, tu sais, le conditionnement social, les biais qu'on s'est fait transmettre aussi, les biais de perception. Tu sais, c'est ça aussi, les violences perçues et vécues. Tu sais, il y a tout le temps comme une vision propre à soi, puis un point de vue situé de comme qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on perçoit qu'on vit, mais aussi ce qu'on subit. Puis il y a des gens qui, mettons, vont vivre certaines violences, vont la percevoir à un certain niveau, d'autres moins. Ça aussi, c'est comme intéressant de naviguer dans ces thématiques-là. Ce sera peut-être pour un autre podcast, évidemment. Mais je pense quand même que c'est fascinant d'adresser, tu sais, la notion plus comme institutionnelle, tu sais, comme c'est quoi nos valeurs, notre charte, des trucs comme ça, de voir comment comme même un document genre bureaucratique au Québec, des fois, est tellement problématique. Oui, Pourquoi, tu Savez-vous sais? que la demande d'asile là, Ouais. que tu es obligé de faire pour être ici légalement, sinon tu peux être Ouais. déporté, Ouais. elle n'est qu'en français et en anglais, les deux langues officielles du Canada. Hmm. OK, OK, peut-être c'est pas que... traduit. Ben, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec ça, puis j'ai bien de misère à trouver Ouais. une version qui est dans une autre langue que ça. S'il vous plaît, éclairez-moi si jamais il y en a On une. est Là, très mais- inclusif, le Canada, pourtant. Ouais. Moi, je trouvais ça intéressant, le sujet, justement, de de comme blâmer les autres, au final, de ne pas ressentir la violence comme nous, on la ressent. Puis ça, c'était vraiment intéressant, particulièrement aussi au niveau des violences dans les relations intimes, là. Tu sais, comme à quel point tu l'as pas vu devant tes yeux pour exprimer ça, pour dire « Ah, elle y retourne encore ». Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as déjà vécu une relation de violence conjugale? Quand on dit conjugale, c'est pas nécessairement recevoir un coup de poing dans la face. Ça peut être de la violence émotionnelle, de la manipulation affective, vraiment, là. Tu sais, ça va loin, là, la violence conjugale. Donc, tu sais, est-ce que tu l'as déjà vu devant tes yeux? Parce que moi, personnellement, dans les organismes où je travaille, j'envoie de la violence conjugale devant mes yeux. Et c'est même moi, je joue avec mes mots quand je parle avec quelqu'un que je sais qui est violent Mhm. parce que j'ai peur pour ma sécurité. Mhm. Donc, si moi, je le fais puis je suis pas en relation affective avec la personne puis que je m'en fous totalement si la personne part de ma vie demain là, parce qu'elle m'apporte aucun amour, là, imaginez pour la personne qui est dans la relation, ça fait comme 4 ans, mettons, là. Tout à fait. Tu sais, genre, comment tu fais, là? Moi, je perds l'amour. Tu sais, en même temps aussi, dans justement l'intersectionnalité de la chose, là. Si toi, t'as vécu ça en étant enfant, qu'on t'a abandonné, on t'a pas montré de l'amour, puis là, il y a quelqu'un qui t'amène full d'amour, mais qu'il y a tout ça de négatif à côté. Ouais. J'en ai connu beaucoup qui me disaient Ah, cette personne-là, elle me traite de plein de noms, là, mais elle me trompe pas au moins. Tu sais. À même, tu sais. Ouais. Ah! Des fois, il y a cette banalisation-là quand tu as été élevé dans un environnement, justement, tu sais, quand t'as quand ton modèle parental, c'est ton père qui frappe tout le temps ta mère, ben à un moment donné, tu te dis, ah, ben ça, tu sais, ça doit être C'est le normal. même, C'est le même, ça se c'est règle, là. comme C'est ça. ça. Exact. 100%. Puis j'en ai plusieurs. Je connais certaines personnes qui arrivaient puis ils me parlaient un peu en riant de... Bon, riant, c'est un petit peu peut-être trop gros le mot, là, mais en riant de comme « Ouais, mon ex me frappait comme ça. Regarde, j'ai encore des marques. Voilà. Mais tu sais, c'est pas grave, là. Tu sais, il me nourrissait. Puis, tu
Ça arrive à tout le monde, là. Hey, puis ça, on l'entend, là. Tu sais, c'est tellement banalisé face à soi puis à l'autre qu'il n'y a même pas, finalement, tu sais, la vulnérabilité qu'on abordait tout à l'heure, là. Il l'a pas du tout parce qu'au final, tu es en constante survie, protection avec la personne. Puis je pense que c'est important quand même de reconnaître qu'il y a certains vécus qui s'ancrent dans aussi une réponse. C'est une réponse à ces violences-là qui sont comme très oppressantes pour certaines personnes en situation justement de pauvreté, en situation de handicap et de pauvreté, en situation de comme, mon Dieu, tu sais, genre, pour vrai, tu sais, on est en train de redéfinir une situation d'itinérance. D'ailleurs, là, comme ça fait des années qu'on le dit puis on le tiraille vraiment, vraiment fort, mais tu sais, une situation d'itinérance, ça peut être vraiment une femme qui vit de la violence conjugale ou un homme qui vit de la violence, peu importe, tu sais, dans sa relation, parce que c'est quand est-ce qu'il va être le point de rupture, tu sais, finalement. Fait que, tu sais, comme quand tu es dans une fragilité, genre, de ce genre, c'est vraiment dur de s'en libérer. Puis aussi, avons-nous les services? Bref. C'est ça, c'est que c'est vraiment aussi structurel. Là, quand on parle de PGAP, là, c'est réel. Là. Une femme qui a décidé d'être monoparentale ou de faire moins d'heures parce qu'il fallait qu'elle allaite son enfant ou parce qu'ils ont décidé ça en tant que couple avec un homme, si on prend l'exemple d'un couple hétérosexuel, ben après ça, si tu vis de la violence ou tu es juste plus bien dans ton couple, ben tu veux t'en aller où après? T'as peur, là? C'est normal, là? Tu vas aller où, là? Les loyers sont à genre 900$ pour un 3,5, là. Tu veux faire quoi? T'en aller où? T'as aucune ressource, t'as pas de proches, de famille. Puis en plus, tu te ramasses dans la rue. Puis là, le gouvernement te fait de la violence. Mais de la violence que tu te rends pas compte parce qu'elle est systémique, parce que tu tombes dans la rue puis tu n'existes plus, dans le fond. Parce que tu n'as pas de carte sur ton assurance maladie. Ton assurance maladie est expirée. Tu n'as pas d'adresse. Tu n'as pas de numéro de téléphone. Ben, tu n'existes pas, mon chum. Tu ne fais pas partie de la société. Donc, ciao. T'es comme un rat dans le fond de la rue. Puis c'est ça ce que le monde pense. Puis fait que cette violence-là s'accumule sur toutes les violences que tu as vécues. Je suis qui? Est-ce que j'existe? Le gouvernement me dit que j'existe pas. Fait qu'est-ce que j'existe? Fait que c'est une violence aussi systémique que la personne va vivre au niveau, tu sais, de son existence complète. Puis je pense que je terminerai, en fait, ce magnifique podcast. Merci. D'ailleurs, c'était vraiment fantastique. Mais je terminerai là-dessus. Tu sais, en fait, tu as dit quelque chose, Héloïse, puis on parle depuis tantôt. Puis je pense qu'il faut reconnaître, en fait, que les violences, qu'elles soient intime, claire, nette, précise, peu importe sur quel continuum elle se trouve, c'est quand même de la déshumanisation, finalement. Fait que, tu sais, comme, je pense que les violences, on les incarne tous, genre toutes, pardon, puis on les inflige toutes à certains niveaux dans notre vie. Et donc, je veux pas mettre le poids sur qui que ce soit par rapport aux violences, mais je pense que c'est le point de départ quand même dans une perspective intersectionnelle pour comme justement utiliser cette force-là dans des rapports de pouvoir intimes, c'est de reconnaître un peu on est où là, tu sais, là-dessus. Là. C'est quoi notre charte à nous? Là, tu sais, imaginons-nous, moi je suis bélier ascendant scorpion. Ouais, c'est ça. En tout cas, peu importe. Mais tu sais, c'est quoi ta charte, toi? C'est quoi tes lentilles? C'est comment toi tu peux t'adresser dans ce monde-là? Puis en même temps, comme ce simple travail n'est pas faisable pour tous et toutes, et donc, importance de, je conclus un peu, là, importance de s'aider à s'élever finalement socialement. Puis, dans un contexte intime, ben, de reconnaître qu'il y a peut-être des enjeux de pouvoir aussi qu'on répète, qu'on retravaille. Puis, en fait, j'ai quand même un peu envie de nous laisser sur la perception d'une féministe afro-descendante, afro-américaine qui s'appelle Bell Hooks, que je vous conseille tous et toutes. Je trouve que son livre particulièrement sur l'amour est très importante. Je pense que c'est des réflexions philosophiques et sociologiques qui valent vraiment la peine de lire un bon livre. Là, et elle fait l'éloge finalement de l'amour, puis de justement à l'intersection, quand tu as vécu des violences, comment tu es censé aimer, de quelle façon tu as été aimé, comment tu vas aimer, etc. Puis elle nous laisse quand même avec une définition qui est hyper, en tout cas qui peut paraître très simple, genre des relations intimes saines. Elle nous dit, Bell Hooks, qu'une relation intime, quelle qu'elle soit, est exempte d'abus. C'est ça, en fait. Une relation aimante, saine, n'a pas d'abus, n'a pas de violence, donc qu'elle soit insidieuse, whatever. Donc,
quand je trouve ça peut paraître tellement banal, mais sincèrement, enlevons ce concept-là, par exemple, des violences insidieuses intimes dans nos relations, puis demandons-nous qu'est-ce qui reste. Bien, il reste les gens qui s'y trouvent. Il reste toi comme personne, il reste l'autre comme personne. Il existe à partir de ce constat-là une connexion qui se peut. Puis c'est ça qu'en fait, je pense qu'il est nécessaire à adresser au plan micro. Après, genre, au plan macro, on va essayer des affaires collectivement, là, puis on fait des podcasts, là, déjà là, on invite du monde, les gens nous écoutent. Tu sais, c'est des choses comme ça, c'est des initiatives qui peuvent paraître petites, mais qui sont importantes. Mais au plan micro, individuel, je pense qu'une des meilleures choses que l'intersectionnalité nous amène, c'est de se regarder soi-même, d'enlever les abus, de vraiment se dire, enlevons la violence, mettons. Qu'est-ce qui reste? Moi et l'autre, moi et les autres. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et là, Bell Hooks nous rappelle que elle aussi, l'amour, c'est un verbe d'action, d'aimer, de donner, d'offrir de sa bienveillance et de son, en anglais, care, que je trouve qui n'est pas très traduit. Que j'ai bien trop de la misère à traduire, et de voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et je pense que le changement peut s'opérer à de petits niveaux et peut monter graduellement si collectivement, par exemple, on décide de le faire. D'accepter aussi. En fait, Yes. d'accepter de recevoir cet amour-là qui est sain. Bonne chance. Et voilà, ça, c'est difficile d'accepter et d'accepter aussi qu'on puisse prendre soin de nous d'une façon saine sans qu'il y ait de violence et d'abus. Exact. That's another thing. Fait qu'on a des choses à travailler, guys, hein? On est Hey. parti pour la gloire. Tellement pour vous. Merci beaucoup. Super Tout le intéressant. monde, bravo! Merci. Vraiment, c'était vraiment chouette devant le public et tout et tout.